ne s'est pas vu le mois dernier. Et donc, le Talmud, si vous voulez, c'est un petit peu comme les amis. Quand on les voit moins, c'est moins facile. Le thème de l'année, ce sont les histoires de Rabba bar Bachana. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, qui est Rabba bar Bachana et pourquoi on s'y intéresse. Rabba bar Bachana est le seul, peut-être pas le seul, mais un des seuls maîtres du Talmud qui s'inscrit dans sa généalogie à la fois par son grand-père plutôt que son père et à la fois par la mention de sa grand-mère plutôt que son grand-père. C'est-à-dire que, je traduis ça en français, parce que je vois des sourcils qui se lèvent, en général, dans le Talmud, les maîtres sont désignés par leur prénom et le prénom de leur père. On dit par exemple Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan, fils de Zakkai. Donc nous avons deux prénoms, le prénom du maître et le prénom de son père. Donc on a une généalogie, mais qui est une généalogie masculine. Ici, on n'a pas cette généalogie, puisque Rabba, c'est son prénom. Mais il ne s'appelle pas du nom de son père, qu'on ne connaît pas, mais on dit il est le fils de celui qui est le fils, donc on ne connaît pas le nom de son père, mais on dit que son père s'appelle le fils de Hana. Donc, Bar Hana, c'est le fils de Hana qui est son père. Donc, il y a une généalogie où on comprend bien qu'il a un père. Le nom de son père, le prénom, on ne le sait pas, parce que son père lui-même n'est référé qu'à sa mère, c'est-à-dire à la grand-mère de Rabba. On a donc deux anomalies. Un, l'absence du nom du père. Deux, l'intégration du nom de la grand-mère. Et on a deux générations au lieu d'en avoir une. Donc, ce nom-là est déjà questionnant à trois niveaux que je viens d'expliquer. Absence du nom du père, présence du nom de la grand-mère et deux générations au lieu d'une. Tout ça, ça va beaucoup nous interroger. Or, quelle est la particularité de ce Rabba bar Bachana? Il est le seul dans toutes les 50 000 pages du Talmud, ce qui est énorme, le Talmud, c'est très très grand, à nous offrir un ensemble de récits qui forment un cycle d'histoire. Généralement, dans le Talmud, on a des lois. Le Talmud, c'est essentiellement juridique, c'est de la halacha, de la loi. Et la loi, en général, est illustrée par un commentaire philosophique ou un commentaire narratif. On appelle cela la Haggadah. Mais en général, c'est une loi, un commentaire, une loi, un commentaire, une loi, un commentaire. Il n'y a pas, en dehors du texte que nous allons étudier, une loi, un cycle de commentaires, c'est-à-dire un cycle d'histoire. Les histoires sont au nombre de 15. Elles se passent soit en bateau, voyage en bateau, soit voyage dans le désert. Et l'on dit que celui qui veut recevoir le titre de maître de Talmud, c'est-à-dire, comme je disais, pour donner un exemple, quand les joueurs d'échecs, vous savez, ils ont des niveaux, on appelle ça un Elo, et puis à un certain moment, on dit ce joueur est grand maître international, c'est des niveaux. Bon. Dans le Talmud, il ne joue pas aux échecs, presque, enfin, quasiment pas, mais enfin, il joue quand même beaucoup aux échecs, mais c'est pas le propos. Et pour recevoir le titre de grand maître du Talmud, il faut, dans sa vie, avoir publié un commentaire des histoires de Rabba bar Bachana. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'épreuve ultime. On peut faire des commentaires de différentes choses. Mais si on n'a pas fait le commentaire des histoires de Rabba bar Bachana, on n'est pas encore entré, on n'a pas encore montré son chef-d'œuvre, sa maîtrise sur le Talmud. Alors je vous rassure, à la fin de l'année, on ne recevra pas le titre de grand maître international de Talmud,
Parce que même si on faisait une histoire par séance, comme on va se voir que 9 fois, on n'aura fait que 9 histoires sur 15. Donc on ne sera pas encore grand maître. Mais même si on voulait, c'est tellement compliqué qu'on n'y arrivera pas. Ceux qui sont arrivés jusqu'à présent à offrir un livre entier sur ces textes sont très très peu nombreux. On en connaît 2-3. Il y a le Maharal de Prague au XVIe siècle, le Maharal de Prague, et d'autres maîtres. Il y a le Gaon de Vilna au XVIIIe siècle, donc on a le XVIe siècle, le XVIIIe siècle, et à la même époque, le commentaire le plus complet sur ces histoires, puisqu'il a décidé, ce maître a décidé de consacrer sa vie entière à ces histoires, et toute son œuvre, dit-il, toute mon œuvre, n'est qu'un commentaire sur ces histoires de Rabba bar Bar Chana. Ce troisième maître, on le connaît très bien, puisqu'il s'appelle Rabbi Nachman de Bratslav, 1772-1810, qui a écrit un livre qui s'appelle le Likutei Moharal. Ce n'est pas un livre écrit, c'est un livre produit, c'est une édition. C'est-à-dire que pendant toute sa vie, il a fait des commentaires. À la fin de sa vie, son secrétaire a rassemblé les textes sous forme de livre. Au début, ce n'était pas un livre. Il n'avait pas l'intention de faire un livre, simplement de faire des commentaires. Il a réuni ces commentaires sous le titre « Recueil de Rabbi Nachman ». Donc ça s'appelle « Recueil », se dit en hébreu « Leket ». Leket, c'est un recueil. Au pluriel « Likutim ». Et à la forme de l'état construit, Likutei. Et donc, le livre s'appelle Likutei Moharal, recueil de Morenu, Arav, Rabbi Nachman, notre maître Rabbi Nachman. Rabbi Nachman s'est tellement investi dans ces histoires de Rabba bar Bar Chana qu'il dit en exergue de son livre, ce livre est consacré entièrement aux commentaires des histoires de Rabba bar Bar Chana. Mais peut-être que la théorie qu'il va développer pour l'expliquer, c'est le fait que qu'est-ce qu'il a marqué, et on va voir ça de manière plus précisément après, qu'est-ce qu'il a marqué, pourquoi il a été extrêmement sensible à ces histoires, parce que Rabbi Nachman a considéré que le plus haut niveau de l'interprétation dans le judaïsme, c'est l'interprétation, c'est de faire le tikkun, d'une certaine manière, la réparation d'un grand oublié ou d'une grande oubliée, à savoir la littérature. Il a pensé que l'histoire du judaïsme a été une histoire de l'oubli, de la narration, du narratif et de la littérature, que les maîtres ont trop insisté sur le côté juridique, sur le côté halachique, et tout ce qui était littérature, récit, narratif et conte ont été mis de côté. Pour lui, on l'a vu l'année dernière, comme pour Maïmonide, le judaïsme, c'est un juste et réel équilibre entre le prescriptif et le narratif. Il a voulu en faire le tikkun, la réparation. C'est pour cela que le plus haut niveau de son œuvre se trouve dans ce qu'il a publié à la fin de sa vie, à savoir les contes de Rabbi Nachman. Il a publié un livre de contes, comme des contes populaires, comme Perrault, comme Grimm. D'ailleurs, les contes se ressemblent beaucoup. Il les a dit, ces contes, il les a racontés, c'est des contes qu'il a inventés sur des modèles existants de contes populaires. Il les a racontés en yiddish, mais il a donné l'ordre à son disciple de les publier en bilingue, c'est-à-dire en haut du texte en hébreu, en traduction,